Les bails, les airs, jomb, on dit mogo, pas mogo, on dit floco, pas floco. Disons-nous les choses aujourd'hui, on n'est pas avec le média. On est chez Grice. Je l'aime pas, mais je l'aime bien. Ah, c'est mon frère. Il y a aussi Kong qui est là. Et son stagiaire aussi. Je les aime. Mais je suis entouré d'hommes forts. Les frères, comment allez-vous? Très bien, et toi? Ça va? Ouais. Tranquille? Ouais, super. La route jusqu'à Grigny, là, c'était comment? Ça va? Ça va, on n'est pas trop loin. Pas trop loin? Ouais. Moi, je suis loin. Toi, t'es loin? Ah, je suis loin. Je suis très loin. Très, très loin. Mais bon, Mais ça va. ça valait le coup. Ça valait le coup. Voilà. Avant d'en venir au thème, ce 28 et 29 octobre 2023 aura lieu Business Africa. C'est un événement annuel qui réunit les entrepreneurs et les leaders d'affaires de tous les horizons de l'Afrique pour discuter des défis et des opportunités liées à l'entrepreneuriat sur le continent. Le salon se déroule sur un week-end et propose une variété de conférences, de débats, de tables rondes et de séances de networking pour aider les participants à découvrir les dernières tendances et à établir des contacts professionnels. Monsieur Régis, toujours de Negro News, toujours de Black Network. Toujours jusqu'à la mort. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Alors, Business Africa, c'est la 3e édition en Europe et la 4e édition du tout. On a fait Business Africa en 2021, la première édition. Gros succès, au point où même certaines personnes n'ont pas pu rentrer. C'est-à-dire qu'on a eu 4500 personnes pour une première édition. La communauté africaine, afro-caribéenne a répondu présent. Pour une première édition, c'était déjà très bien. Et c'est une première édition avec ses qualités et ses défauts. Et la 2e édition s'est fait en septembre 2022. J'ai toujours voulu donner du sens à ce que je faisais, et le sens de Business Africa, ça ne peut pas simplement être dans la diaspora. Il faut qu'on soit aussi en Afrique. Et le défi, c'est d'avoir une édition dans la diaspora, en France en particulier, parce que c'est là où il y a la plus grande population africaine d'Europe, et en Afrique. Donc en mars dernier, on était au Sénégal. On a fait Business Africa au Sénégal avec 1200 personnes. En septembre 2022, on a fait Business Africa avec 6300 personnes. Et c'est un succès, et ça veut dire que le défi de donner l'accès au business, au réseau, a été relevé. Ce défi-là, on l'a gagné. Maintenant, c'est sur un événement, c'est bien, mais il faut agir dans la continuité. On a été au Sénégal, c'est très bien, un très beau pays que j'aime. J'ai visité la première fois cette année en réalité. Je conseille, oui. C'est parce que je suis sénégalais que je dis ça, mais je conseille d'aller au Sénégal. Et donc, comme je le disais là-bas au Sénégal, un Congolais qui va au Sénégal, c'est un enfant de Lumumba qui travaille avec les enfants de Cheikh Anta Diop. Et il faut amener de la profondeur dans ce qu'on fait. Et donc avec Business Africa 2023, ici en Europe, qui aura lieu donc le 28 et le 29 octobre, Paris Sud en Rungis, on veut amener un petit peu plus de profondeur. Donc je pense que tu as pu voir un petit peu le programme on va en discuter. Et donc voilà, on veut amener un petit peu plus de profondeur. Parler d'argent, parler de business, c'est bien. Mais il y a aussi, nous, on est responsable des valeurs que l'on propose avec le business et le réseau que nous proposons aussi. Donc c'est un défi, c'est plusieurs défis en même temps. C'est ce que nous tentons de relever avec mon équipe. Voilà un peu. Monsieur Tanguy, parle-nous un peu de ta perception de Business Africa. Toi, avec ton entité Black Network qui œuvre depuis tant d'années. Mais déjà, c'est quelque chose qui est indispensable, qui nous a fait plaisir depuis le début, depuis 2021, je crois, la première édition. Ouais. Quand on a vu ça, on s'est dit, tiens, voilà les Noirs qui se réunissent pour faire autre chose que danser, pour faire autre chose que s'énerver, tu vois, qui sont là pour quelque chose de positif. Okay. Et nous, on assiste à ça avec beaucoup de plaisir. Là, c'est la 3e édition, en tout cas en France.
Donc, c'est des choses qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir, qui se multiplient. Je pense que ça a donné envie à d'autres personnes aussi de se lancer. Quand ils voient que finalement, il y a, entre guillemets, un marché pour ce genre de choses, eh bien, ils se disent qu'eux aussi, ils peuvent faire des événements. Donc, c'est une dynamique qui est très positive pour la diaspora, pour la communauté. Moi, je parle de communauté noire. C'est une dynamique qui est très positive. Avant d'en venir au thème, parlons un peu des débats qui vont avoir lieu à Business Africa. À un moment donné, il y a aussi Tariq Ramadan qui sera là. Ouais. Voilà, vous parlez un peu du business africain, mais par le prisme musulman. Est-ce que c'est pas osé aujourd'hui? Est-ce que c'est pas un risque de parler de tout ça au vu de l'image dont bénéficient les musulmans en France aujourd'hui? Moi, j'ai été dans plusieurs pays musulmans et je tiens à le dire en étant chrétien, je m'y suis toujours senti très bien. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut amener de la profondeur. On peut parler de business, c'est une bonne chose, d'argent, mais il faut aussi parler de certaines valeurs qui viennent avec tout ça. Parce que faire de l'argent, il y en a qui en font, il y en a qui en ont déjà fait avant nous. Il y en a qui vont continuer à en faire. Mais quelle valeur on donne aussi avec tout ça? C'est bien d'offrir des opportunités. C'est bien de parler d'argent à chaque fois, et de business, et de réseau, et autres. Mais il y a des choses qui dépassent le fait de gagner de l'argent. Il y a des valeurs. Et pour chaque personne, je pense que la relation peut-être avec Dieu, peu importe la croyance, est peut-être même plus importante que l'argent, parce que des fois pour beaucoup ça parle de vie et de mort, ça parle de croyance en l'au-delà et autres, et c'était pour moi important d'amener un petit peu plus de profondeur. Là on parle de Tariq Ramadan et des musulmans, mais il y a une conférence aussi pour les chrétiens, business par la Bible aussi, que moi-même je vais modérer avec Guy Inchaud. Il est important que tout le monde puisse avoir son espace. On ne peut pas simplement venir en tant qu'Africain, parce qu'on l'a déjà fait. Bon, Business Africa, c'est la 3e édition. Il faut pouvoir proposer autre chose. Venir parler d'argent, parler de réseau, parler de comment faire des affaires. Ok, on va le faire, on a toute l'année pour le faire. Et la plupart des Africains, ce qu'ils font, c'est qu'ils prient Dieu pour que Dieu bénisse leurs affaires. Et maintenant qu'on fait des événements business, on veut mettre Dieu à côté. Pourquoi ? Après, quand je pose la question, j'ai déjà la réponse. Mais je me dis, si nous, on ne le fait pas, qui va le faire? Et si on n'amène pas un peu plus de profondeur et de valeur dans nos événements business, qui le fera? Donc, j'ai pris le risque de le faire. Je sais que c'est une première, mais j'ai déjà vu que ça commence déjà à suivre. Donc, c'est une bonne chose. On ne peut pas séparer les affaires que nous voulons faire et les valeurs que nous devons avoir en tant que futurs leaders de nos communautés. Bon, M. Tanguy, qu'en penses-tu de ces débats qui sont très empreints de spiritualité, alors qu'on est dans un pays laïque, qui se dit laïque, et qui a tendance à plus effacer les religions que plutôt les mettre en valeur? Déjà, si on prend la laïcité dans son essence, ce n'est pas annihiler la religion. C'est ça. C'est au contraire permettre à toutes les religions d'exister de manière égale. Donc en ça, je pense que c'est légitime d'aborder ce sujet-là. Surtout que je pense que l'Africain, et je vais parler plutôt de l'Afrique subsaharienne, que je connais un peu mieux, est profondément spirituel. Je pense que ça, c'est notre réalité à tous. Et étant profondément spirituel, on met de la religion dans ce qu'on fait. Moi, je vois tous mes potes qui sont musulmans, le vendredi, ils vont faire la prière et ils sont entrepreneurs parce que ils peuvent le vendredi aller faire la prière et avoir leurs espaces de prière dans ce qu'ils veulent. Là, pas plus tard que cette semaine, j'enregistrais avec une sœur qui a une société de cours d'anglais, et elle est évangélique, et elle me disait que ça l'aide dans sa manière d'entreprendre. Tocine. Ouais, Tocine, exactement. Super fille. Exactement, ouais. Elle disait qu'elle était à Business Africa, mais tout ça pour dire que ça fait partie de nos vies. Après, bon, là où je comprends, parce que moi, je m'occupe d'un réseau d'entrepreneurs. Donc, on a des débats entre nous sur tous ces sujets. Parce que là, si on ne dit pas ça, c'est comme si on n'avait rien dit, tu vois. Et ce que mes gens me disent, alors, il y a ceux qui sont fans, par exemple, d'un mec comme Tariq Ramadan,
que moi, j'ai ces livres à la maison, alors que moi-même, j'ai été plutôt de tradition chrétienne. Aujourd'hui, je suis plus en recherche, on va dire. Mais moi, je suis fan de ce gars-là. Mais il y en a qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'il va nous apprendre sur le business vraiment, tu vois, concrètement? Dans la mesure où nous, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'avoir des stratégies, accéder à des financements, savoir comment est-ce qu'on doit manager nos équipes. C'est ça dont on a besoin. Et du coup, parfois, beaucoup se demandent qu'est-ce qu'il lui vient faire ici. Et après, il y a les fans qui se disent, bah voilà, moi je veux voir Tariq, quoi. Celui qui a terrassé tout le monde dans les débats. Bah, s'il est là ce jour-là, je veux aussi le voir. Donc c'est ça un peu les débats qui existent. C'est bien parce que finalement, c'est de la curiosité. On ne sait pas ce qui va se passer. On est curieux de savoir qu'est-ce qu'il peut apporter sur le business. Par contre, on est sûr d'une chose, et moi j'en suis sûr, c'est qu'il va parler aux musulmans, mais pas que. Parce que moi, par exemple, je ne suis pas musulman, mais la conférence Islam et Business, je vais y assister quand même. Parce que on apprend de quelqu'un comme Tariq Ramadan. Il aura aussi une masterclass. Et je pense qu'on apprend finalement de tout le monde. Il faut laisser à chacun la possibilité d'être lui-même. Et aux musulmans, la possibilité d'être eux-mêmes. Et c'est pour ça que j'ai voulu avoir une conférence spéciale pour les musulmans. Il faut laisser aux chrétiens la possibilité d'être eux-mêmes aussi. Ils ont des particularités, chacun d'entre eux. Donc, la chose est que ils sont tous africains. Mais comme on est africain, on va dire à certaines personnes, oui, bon, comme tu es chrétien, bon, on ne parle pas de Jésus, de ton Dieu, et peu importe la manière dont tu fais le business, mais tu peux apprendre de cette personne-là. Moi, j'ai appris de certains musulmans. J'apprends tous les jours de chrétiens, et j'apprends des personnes qui ne sont ni musulmans ni chrétiennes aussi. Accepter les différences. Et je pense que c'est une manière aussi, pour tout le monde, d'accepter aussi les différences de chacun. On est tous africains. Il y en a qui croient en Jésus. Il y en a d'autres qui croient en Allah. Et il y en a d'autres qui croient en personne ou en Amon-Ra et autres, et qui sont kémites. Acceptons-les. Parce que on a beaucoup ces débats-là. Oui, non, mais toi, t'es comme ceci, t'es comme cela. Mais finalement, on va tous se rassembler. À Business Africa, on veut tous faire du business. Maintenant, chacun avec ses valeurs. Mais on va tous faire du business. On est tous des entrepreneurs, tous des professionnels africains. Et on veut une chose en commun, peu importe nos croyances, c'est que l'Afrique et la diaspora avancent. Et maintenant, le dire, c'est bien. Le proposer à travers un événement comme Business Africa, je trouve que c'est encore mieux. Et ça donne une dimension un petit peu plus importante. En tout cas, débat osé au pays du déni. Je t'en prie. Débat osé au pays du déni. Ah, d'accord. Oui, d'autant plus que, en fait, moi, ce qui m'intéresse dans les religions et le business, c'est la question de l'éthique. Tu vois. Parce qu'au final, quand nous, on entreprend, et moi, j'ai une chronique sur le Afrique Résurrection qui s'appelle Ubuntu Business, je dis toujours que j'essaie de comprendre comment est-ce qu'on fait du business à l'africaine. Les Occidentaux font du business à leur manière, c'est-à-dire ils sont individualistes. Tout ce qu'ils recherchent, c'est eux et rien qu'eux. Et le plaisir et le bonheur de la personne, d'une personne, d'un individu, au détriment du groupe, même parfois. Et le fait de faire réapparaître les religions, derrière la religion, au-delà de l'aspect religieux pur, eh bien, il y a des valeurs. La question maintenant, c'est comment est-ce qu'on met ces valeurs dans notre manière de faire du business. C'est ça. Comment est-ce qu'on traite les femmes enceintes dans nos boîtes? Comment est-ce qu'on traite les jours sains dans nos boîtes? Comment on a le rapport au crédit, le rapport aux finances, le rapport aux dettes? Tous ces éléments-là, en fait, c'est ça que je trouve qui est intéressant et qu'il faut questionner, qui font partie finalement de nos vies, parce qu'on n'est pas des machines, on est des êtres humains avec notre histoire, notre background, et c'est ça qui va être intéressant de mettre dans ces chroniques-là, quoi. Dans ces masterclass. Venons-en au thème qui va dans le sens de l'événement Business Africa. Les Africains sont-ils réellement capables de faire du business ensemble? Tanguy, je te laisse répondre en tant que fondateur, cofondateur de Black Network. Je pense qu'il a été très armé pour pouvoir le faire. Après, je donnerai aussi mon avis. Déjà, en France. En France, c'est nouveau de faire du business en France parce qu'on n'a jamais eu autant d'entrepreneurs africains que maintenant. Et après, c'est mon avis. Hein. Tanguy, je te laisse. Je t'en prie, monsieur. Mais... Monsieur au sourire. Ouais. Toujours. Pour moi, la question, en fait, la réponse, elle est facile. Ben oui, ils sont capables. Tous les jours,
et quand on parle d'Africains, que ce soit Africains d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, tous les jours, on voit des entrepreneurs qui sont entre eux et qui font du business. Et des business qui sont pérennes, qui marchent. Moi, je peux te citer des dizaines et des dizaines de boîtes d'Africains, de Noirs, qui sont là et qui fonctionnent. Et qui font du business entre Noirs, sans aucun problème. Après, il y a des problèmes, comme dans toutes les boîtes en réalité. Et peut-être des problèmes liés au fait que, comme tu l'as dit juste à l'instant, nous, ça fait que 60 ans qu'on est en France. Donc, on n'a pas forcément les clés de ce pays comme peuvent l'avoir des gens qui sont là depuis plus longtemps. Mais pour de vrai, nous, on le voit à Black Network. Il y a des boîtes qui fonctionnent depuis des années, qui sont pérennes, qui font des millions, voire des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et qui sont des boîtes noires. Je réitère ma question. Les Africains sont-ils réellement capables de faire du business ensemble, durablement, équitablement, légalement, sans se mettre des carottes? Ah, t'avais pas dit ça tout à l'heure. Là, t'as rajouté des choses. Tu rajoutes et t'appuies. Est-ce que... c'est une bonne question. L'autre question serait, est-ce que les Asiatiques, dans le même cadre, sont capables de faire du business ensemble, de façon durable, légalement, sans se mettre de carottes? Est-ce que les Blancs, les Occidentaux, sont capables de faire ça? Est-ce que les Indiens sont capables? Tout le monde est capable de le faire, finalement. Mais est-ce qu'il y a des soucis? Oui, il y a des soucis. Je te donne un exemple. Bernard Tapie, il s'est pris la tête avec ses semblables. Il y a eu des grosses carottes à coût de centaines de millions d'euros avec ses semblables. Pourtant, tu ne vas jamais entendre des Blancs à dire le problème du Blanc, c'est le Blanc. Parce qu'il y a des carottes. Et tous les jours, je pense qu'on a un juriste ici, tu vas au tribunal, tous les jours, il y a des carottes entre Blancs. Des carottes entre... Après, je ne sais pas si c'est trop pour les Asiatiques, parce qu'on n'en a pas beaucoup, mais il y en a énormément. Mais le problème de nous, Africains, c'est qu'on pense que parce qu'on fait du business ensemble, tout doit forcément bien se passer. Des fois, ça ne se passe pas forcément bien. Des fois, il y a des arrangements et et tout le monde s'arrange. Maintenant, dans ce pays, on a certains codes. Après, on a nos valeurs aussi. C'est pour ça que quand on parle de business, les musulmans ont leur manière peut-être de régler certaines choses avec des rappels au niveau du Coran. Ça permet d'apaiser aussi beaucoup de tensions. C'est pour ça que des fois, je parle... Des pasteurs et des imams comme les agents de proximité de nos communautés. Des fois, avant même d'appeler la police, on va appeler des pasteurs, on va appeler les imams. Et ça permet aussi de leur donner la parole, parce qu'eux, ils ont une certaine expérience, pour se dire, ok, d'accord, nous sommes tous, on a compris qu'on était tous africains. Maintenant, qui sont les personnes qu'on écoute le plus? La plupart du temps, je pense que tu seras d'accord avec moi, Tanguy. Ce sont les pasteurs et les imams, avant même la police, avant même les politiques, ou avant. C'est à ces personnes-là qu'on va donner le plus de considération et qu'on va peut-être le mieux écouter. Au-delà de ça, maintenant, pour répondre véritablement à ta question, oui, on est capable de faire du business ensemble sans qu'il y ait de soucis. Ben non, parce que c'est humain. Je ne pense pas que c'est propre aux Africains, je ne pense pas que c'est propre aux Noirs. Oui, ça fait 60 ans qu'on est ici, c'est compliqué. Pour certains, il y en a pour qui ça marche très bien, il y en a d'autres pour qui ça marche un peu moins bien, il y en a qui ont besoin d'équilibrer certaines choses, mais tant qu'il y aura du business et tant qu'il y aura de l'argent qui sera en jeu, malheureusement, il y aura toujours des soucis. Donc bon, que veux-tu? Est-ce qu'on arrête de faire du business pour autant? Non. Est-ce qu'on apprend de ça? Je pense que on est obligé. Mais pourquoi, lorsque des groupes d'Africains, notamment noirs, en tout cas se regroupent, pourquoi il y a, en tout cas pour certains ou beaucoup, il y a cette ombre de la carotte et du manque de confiance qui plane? Comment vous l'expliquez ça, cette espèce d'ombre où on se dit, on se réunit ça Comparé à qui aussi? Quand tu dis pour les Africains, comme si pour les autres, ce n'était pas le cas. Non, je ne dis pas que pour les autres, ce n'est pas le cas. Je parle de ce que je connais, c'est-à-dire de gens qui ont mon profil, et moi-même dans mon expérience, j'ai, réitéré. Est-ce que tu peux donner un exemple? Un exemple connu. Disons-nous les choses. Aujourd'hui, c'est toi qui me cuisine. Aujourd'hui, c'est toi qui me cuisine. Non, mais... moi-même, j'ai été artiste à une époque. On a essayé maintes et maintes fois d'organiser des groupes d'artistes pour pouvoir mettre des choses en place. Et il y avait toujours ce manque de confiance qui faisait que... je sais qu'aujourd'hui, un peu plus, ou même beaucoup dans le monde des médias, je sais que
on essaie de faire des choses ensemble, c'est-à-dire ne serait-ce que mettre des fois en place des régies de médias, des choses comme ça. Je sens qu'il y a, comme dirait Frantz Fanon, comme il a écrit dans Peau noire, masque blanc, les Noirs ont des problèmes dans les 3/4 de leur comportement. Ça, c'est une des phrases qui ressort de ce livre et qui dit qui explique, enfin, elle est expliquée par le fait que, par rapport aux séquelles, tu vois, les séquelles de la colonisation, de l'esclavage, de Noirs qui se croisent et qui, à un moment donné, peuvent se toiser ou se regarder en chien de faïence ou en fait, se prennent, comment dire, sont dans une espèce de concurrence négative, tu vois. Après, je ne vais pas citer que mon exemple à moi, mais je connais plein d'exemples de gens qui, à un moment donné, se regroupent. Je pense qu'on en connaît aussi. Ouais. Je pense qu'on en connaît aussi. C'est triste à dire. Tout le monde veut être le meilleur. Enfin, quand je dis tout le monde, ceux qui n'ont pas compris veulent être les meilleurs noirs ou les meilleurs nègres de la plantation. Il y en a, et malheureusement, c'est ça, c'est qu'on a réussi. Et Mohamed Ali disait quelque chose. Tout Mohamed Ali qu'il était, il disait tant que les nôtres n'ont pas réussi, je n'ai pas réussi. Il y a beaucoup, surtout chez les hommes noirs, le problème d'ego. Le problème d'ego, il faut que moi je sois le meilleur. C'est difficile parce qu'on est dans une société aussi dans laquelle tout est individualisé. Tu vois, c'est pour ça que c'est compliqué pour beaucoup d'entre nous de réussir de manière collective. Des fois, c'est un qui va tirer les autres, mais c'est très compliqué. Et je crois que après, tu me diras, c'est depuis la nuit des temps, et je pense qu'il y a toujours quelque chose. Je te parlais de Bernard Tapie, pourtant il n'est pas africain, tu vois. C'est pas un burkinabé, mais c'est l'homme, l'être humain. Après, c'est peut-être un petit peu plus prononcé chez les Africains, parce qu'on est là depuis 60 ans et parce qu'on essaye pour beaucoup de s'en sortir. Et il y a beaucoup d'ego. Ça peut être des fois très compliqué parce que les motivations des uns et des autres ne sont pas forcément les mêmes. Avec le temps, de la maturité, on comprend certaines choses. Bien sûr, dans ce que nous disons, nous ne remettons nullement en question les capacités intellectuelles et autres de la dite communauté noire et des Africains. C'est juste qu'à un moment donné, malheureusement, pourquoi j'ai posé cette question, c'est parce que cette question fait écho aussi au fait que l'Afrique aujourd'hui se relève, mais avec du temps, tu vois, avec des problèmes organisationnels qui perdurent qui durent depuis un certain moment, tu vois. Il y a une phrase qui dit « Le temps n'aime pas ce qui se fait sans lui ». Tu vois. Donc pour moi, que ça prenne du temps, c'est une bonne chose. Parce que c'est comme ça qu'on fait des choses solides. Des gens qui vont vite là, dès qu'il y a un moindre coup de vent, ils disparaissent. Nous, on prend du temps, il n'y a pas de problème. On est là depuis pas très longtemps, on avance. Mais pour répondre précisément à ta question, moi, c'est une question que j'ai beaucoup posée effectivement dans le podcast. Et Alexis Onestas, qui est le fondateur de Au Maximum, m'a dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Il m'a dit, en fait, ce qui nous arrive dans la communauté, c'est parce que ça fait pas longtemps qu'on est là. Et donc, on est encore fragile. Nous, on est encore en train de hustle pour avoir des boîtes qui soient pérennes. Tu vois, Business Africa, c'est une belle marque, c'est un beau projet, un beau produit. Mais ça fait que 3 ans. Dans 10 ans, il sera stable. Il aura bien arrêté ses partenaires. Il aura une marque qui sera bien installée. Et il pourra fusionner avec d'autres. Mais là, il est dans une phase où il est encore en train de construire. Et ça, c'est vrai pour la plupart de nos boîtes. Honesta, ça fait 20 ans qu'il est là. Donc lui, il peut commencer à dire, et même lui, il te dit, je suis pas encore arrivé, tu vois. Alors que tu vas te comparer avec, on va prendre la communauté hébraïque, qui est là depuis je sais pas combien de centaines d'années. C'est des petits-fils, des arrière-petits-fils d'entrepreneurs peut-être. Nous, on est là, c'est nous qui sommes arrivés avec nos parents. Moi, mon placenta, il est encore enterré au pays, tu vois ce que je veux dire. Donc, je suis là, je viens d'arriver. Donc, forcément, notre évolution, on peut pas imaginer qu'elle va être tout de suite folle. Mais on est sur la bonne route. Et je te dis, là, je te donne Alexis, ça fait 20 ans qu'il est là. Il était associé avec Didier Piquion de Hip Hop Love Soul. Ils ont fait des soirées. Maintenant, ils sont chacun de leur côté, mais ils sont encore en connexion. Tu prends African Fusion, ça fait combien d'années qu'ils sont là? Une dizaine ou une douzaine d'années, les premiers restaurants. Et ils sont en train de se déployer, plusieurs marques en France, en Angleterre, au Maroc. Tu vois ce que je veux dire? On est quand même en train de faire des trucs. Mais c'est juste que
peut-être que le temps de l'union où on va faire les choses ensemble, alors qu'on est encore fragile, c'est peut-être un peu trop tôt. C'est vrai. Parce qu'on n'a pas encore les reins solides sur chacune de nos activités. Mais faire des passes, de la cross-promo, faire des partenariats ponctuels, bah ça, par contre, effectivement, on peut le faire. Et ça se fait. Et Mais l'un des plus grands freins, je relève un peu ce que tu disais, Régis, tout à l'heure. Est-ce que c'est pas l'ego? Même si chaque être humain est doté d'ego. On se rend compte que, en tout cas, beaucoup pensent et se rendent compte que dans cette dite communauté noire, par moment en tout cas, peut-être souvent, lorsqu'il y a des projets qui essaient de se mettre en place, il y a des problèmes d'ego, de leadership, de qui est le boss. Ouais, mais tu vois, et ça, je pense que chacun d'entre nous, si on se dit les choses, on a été confronté à ce problème à qui est le boss. Du coup, ça freine des projets. L'ego est nécessaire. Parce que c'est bon, l'ego, plus j'ai envie de dire, plus la fierté est nécessaire. Ça te permet de dépasser, de ne pas rester. Et je pense qu'on est tous dans ce cas-là. On n'a pas voulu rester dans les conditions dans lesquelles on a voulu nous mettre. Et on a peut-être voulu nous orienter au collège ou autre à être autre chose que ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, il y a forcément un petit peu de fierté. Maintenant, c'est une fierté qui est malheureusement mal orientée, dans le sens où c'est une fierté individuelle. On n'a pas eu cette maturité pour rejoindre Tanguy, d'avoir une fierté collective. Elle semble être là, mais elle a du mal à se concrétiser avec des projets communs. Il y a des cas isolés. Malheureusement, ce sont des cas isolés. Tu as cité Alexis Onestas, il y a aussi Didier Mandin qui est là depuis 10 ans maintenant. Et on peut dire que la NHA, Brown Sugar Days et autres, c'est des institutions. C'est des institutions. Business Africa, comme je disais, n'est là en fait finalement que depuis 2 ans. On a grandi très vite. Et aujourd'hui, oui, c'est bien de se dire que oui, on est en place et que on est reconnu. Cependant, on tend à devenir. La volonté, c'est de devenir une institution. Il faut être honnête, avec toute l'humilité du monde. Nous ne le sommes pas encore. On tend à le devenir. Le projet va dans ce sens. C'est pour ça que le but, c'est aussi d'amener un maximum de monde et de ne rejeter personne, ni les musulmans, ni les autres. Oui, c'est pour les Africains, mais pour tous les Africains. Et donc, dans ce cadre-là, oui, effectivement, on veut devenir une institution. Nous ne le sommes pas encore. Et il y en a beaucoup qui sont dans cette phase-là. L'entrepreneuriat aussi en France et pour les Africains, c'est aussi nouveau. Il faut comprendre qu'il y en a qui sont entrepreneurs que depuis 2-3 ans, pour la plupart, qui n'ont pas encore lancé vraiment leurs entreprises à des millions d'euros ou quoi que ce soit, mais ils sont déjà là. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des millionnaires en devenir. Et il y en a qui le sont déjà, il y en a beaucoup même. Et il faut à ce moment-là qu'on puisse se retrouver, mais avec de la maturité. Tu sais, quand tu es au début, et quand tu es beaucoup plus mature, et je pense qu'avec toutes les personnes que tu as interviewées, Tanguy, tu vois qui est mature, qui peut donner des conseils. Je pense à un certain Ibrahima Sissoko. Des personnes matures, et donc c'est comme Stanislas Zézé et autres, ce sont même des mentors dans le business. C'est des gens qu'il faut écouter. C'est des gens qui peuvent nous réunir autour d'une table pour nous jeunes, et c'est ce qu'on essaie de faire un petit peu avec Business Africa. Je prends des personnes qui ont déjà fait des business et qui ont déjà monté des entreprises, qu'ils viennent nous donner un petit peu de connaissances. Je réitère ma question. Oui. Les Africains sont-ils réellement capables de faire du business ensemble à long terme, à l'échelle monde, avec des entités diverses, variées, liées et panafricanisées? Je rappelle un peu la définition du panafricanisme. Le panafricanisme est un mouvement et une idéologie politique qui promeut l'indépendance totale du continent africain et encourage la pratique de la solidarité entre les Africains et les personnes d'ascendance africaine, où qu'ils soient dans le monde, indépendamment de leurs origines ethniques, leur appartenance religieuse ou leur appartenance physique. C'est profond, le panafricanisme. Ah, c'est réel. C'est profond, le panafricanisme. Très, très réel. Et des fois, on a besoin de rappeler la définition même du panafricanisme qui finalement a vocation à tous nous réunir, Africains, et Africains de la diaspora et Africains d'Afrique et des Caraïbes aussi. Je pense qu'on a eu, pour beaucoup, pendant un moment, le panafricanisme, c'est un petit peu éteint, il faut dire la vérité.
Depuis une bonne décennie maintenant, on est surtout en France. Je pense qu'il y a une sorte de renaissance du panafricanisme. On le voit, hein, on le voit. Le rap y a joué un rôle, mais des personnes comme Kémy Séba et d'autres, il y avait plus Kémy Séba que d'autres, ont joué un rôle aussi. Du coup, faut-il absolument panafricaniser le business africain? Le panafricaniser, je ne sais pas si ça se fait. Cependant, il doit y avoir une solidarité sans quoi on va tous mourir à petit feu. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que Tanguy peut corroborer mes propos. Moi, je dirais même qu'il y a un panafricanisme de fait. Parce que panafricanisme, il y a deux dimensions. Il y a la dimension politique et la dimension factuelle. Là, par exemple, ici, on est sur une table qui est panafricaine. Clairement. Centrafricain, congolais, sénégalais, pardon. Tu vois tout de suite qu'il y a le panafricanisme, donc il n'y a pas qu'une origine qui est représentée. Et dans nos activités à tous, dans nos business, si tu vas à Black Network, tu vas trouver des Haïtiens, des Centrafricains, des Congolais, des personnes d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du Central, des Ivoiriens et tout. Et je pense qu'à Business Africa, c'est pas Business Congo, tu vois, que tu as fait. Ou Congo Business, ça existe. Mais il a fait Business Africa. Pourquoi est-ce qu'il a fait Business Africa? Parce qu'il savait qu'il ne pourrait fédérer qu'un grand groupe qu'à travers ça. Donc on est tous dans ce panafricanisme de base. Maintenant, après, est-ce qu'on est dans l'idéologie panafricaine? Ça, c'est un autre sujet. Mais quand on fait du business aujourd'hui, si tu prends les business qui durent depuis, ce sont des business qui sont panafricains. La plupart. Parce que quand Didier Mandin, qui aujourd'hui en termes d'événementiel sont quand même les boss à Paname, tu vois, eux quand ils font un événement, tu vas avoir aussi bien une haïtienne qui va venir chanter, un Fari du Cap-Vert qui va faire de l'humour. C'est la culture noire qui est mise en avant. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous, par exemple, on s'appelle Black Network. On ne s'appelle pas Africa Network. Parce que dès que tu as un peu de mélanine, tu viens et tu te dis, ah, là je suis chez moi, tu vois. Et ça, c'est le panafricanisme. En tout cas, c'est une des dimensions du panafricanisme. C'est aussi la raison pour laquelle, il y a 10 ans, quand j'ai créé le média, même si j'ai changé le nom, maintenant c'est NN, j'ai créé le média Negro News. C'était pour fédérer naturellement. Et ça a marché. Et quand on pense aussi à Christian qui a fait Noir et Fier, il savait aussi pourquoi. Et ça a marché aussi. Donc le panafricanisme était déjà là. Maintenant, il doit aussi se consolider. Et on fait partie des acteurs de cette consolidation-là avec nos structures. Et particulièrement en Occident, enfin je veux dire particulièrement en France. L'autre jour, j'ai discuté avec Awa qui s'occupe de Diaspora, un restaurant là, qui vient d'ouvrir un espace qui est le QG du panafricanisme à Paris maintenant. Elle me disait qu'elle est venue du Sénégal, mais à l'époque, quand elle était au Sénégal, elle ne connaissait pas d'autres Africains. Pour elle, les Noirs, c'était le Sénégal, c'est tout. Après, les autres, elle les voyait à la télé. Mais quand elle est arrivée en France, c'est là qu'elle a découvert des Camerounais, des Ivoiriens, des ceci, des cela. Et ce qui fait que quand tu te retrouves à un mariage aujourd'hui, tu vas à un mariage camerounais, tu vas manger, tu vas pas le ndolé normal. Toi, tu as l'habitude. Tu as grandi au quartier. Au quartier, tu avais des Camerounais, tu avais tout ce qu'il fallait. Donc, nous, dans la diaspora et particulièrement en France, on est panafricain. Notre mode de fonctionnement, il est panafricain parce qu'on bosse avec tout le monde et on connaît toutes les cultures. Donc, on pourrait parler de panafricanisme inconscient. Exactement. Oui, Exactement. Surtout quand, pour la plupart d'entre nous, on a grandi dans les quartiers. C'est dans les quartiers, tu vas voir des Congolais, des Algériens, des Centrafricains, des Camerounais, des Ivoiriens. Donc finalement, on est avec cette culture africaine multiple. Et l'Alco me disait que la force qu'il a aujourd'hui, lui qui est camerounais, c'est que maintenant, quand il veut aller au Mali, il a des potes au Mali pour aller faire du business au Mali. Quand il est au Sénégal, il a des gars. Donc on a cette... tu vois, ce panafricanisme, il existe déjà, je pense, de fait. Depuis quelque temps, on voit fleurir ici et là diverses entités qui promeuvent le business africain, notamment sur les réseaux à l'image de Je consomme noir. Concrètement, pour vous, panafricaniser le business africain, ça représenterait quoi? Qu'est-ce que ça serait de panafricaniser le business africain, selon vous? Je pense qu'il est déjà panafricanisé par son nom, il est déjà panafricain. Après, oui, il y a pas mal d'événements maintenant autour du business. Et je pense que depuis un moment, les Africains, les Noirs sont beaucoup plus ambitieux sur
sur l'événementiel et les événements autour du business. Avant, je voyais plus d'after work. Il y avait, où il y avait un événement, je crois que c'était Club Efficience à l'époque, mais qui était très, très élitiste. Avec Business Africa, en tout cas en 2021, on a réussi à donner accès au business à plusieurs personnes finalement, avec des prix et des tarifs abordables. Vous pouvez venir à Business Africa pour 15 € et connaître des personnes et vous faire un réseau aussi. Donc c'est là où c'est intéressant. C'était l'objectif, donner envie aussi aux jeunes Africains de faire autre chose que métro boulot dodo et de rencontrer d'autres Africains qui ont envie de faire autre chose et qui font aussi autre chose. C'est un objectif. Je pense qu'on a réussi à remplir cet objectif-là. Maintenant, il faut poursuivre. On ne peut pas simplement dire que oui, on a fait un événement. Faire un événement, c'est bien. Faire un événement où on parle business, c'est bien, mais il faut un peu plus de profondeur. C'est ce qu'on essaie de proposer. Et Business Africa, est-ce qu'on se dit les choses tout de même? Oui. Dis-nous les choses. Je me demande qu'est-ce que tu vas me poser à cette question. Quand il commence à dire disons-nous les choses, c'est son argument pour balancer une bombe. Est-ce une utopie? Est-ce que du paraître? Ou est-ce vraiment réel? C'est très réel. C'est très réel. On a permis à beaucoup d'Africains, à des milliers d'Africains, de se connecter. Pas pour danser, pas pour chanter, mais pour faire des affaires. Et il y a eu un grand nombre d'opportunités qui a été créées. Forcément, quand tu mets des milliers d'Africains sur un événement et vous avez des thématiques tout autour du business et du réseau, déjà ceux qui viennent et ceux qui sont intéressés par ce type d'événement, ils viennent pour faire du business et se faire des connexions, naturellement. Donc, tu ne peux pas sortir de Business Africa comme tu es rentré. Tu as forcément déjà plus de contacts, plus de réseaux, plus d'intelligence et plus de connaissances par rapport aux conférences, aux masterclass auxquelles tu assistes. Donc, naturellement, oui, on a permis à plusieurs entreprises, plusieurs individus de faire des affaires. Il faut continuer, c'est bien. On est quand même 6 millions ici. Quand on fait 4500 ou 6300 comme on l'a fait en 2022, personnes, 6300 visiteurs, c'est bien. Mais est-ce que c'est assez sur une échelle de 6 millions de personnes, 6 millions de Noirs, et je ne compte même pas les Arabes encore, parce qu'ils sont, je crois qu'ils doivent être 8-9 millions. Mais c'est encore trop peu. C'est bien de dire qu'on a fait un superbe événement, il y avait du monde. Mais par rapport à ce qu'on essaye d'accomplir, on est encore loin. C'est pas une utopie, je ne pense pas que ce soit une utopie, c'est un travail de longue haleine. Donc c'est comme ça que je le vois, et je pense qu'aussi dans la même thématique Black Network et aussi dans cette dynamique-là, ça a commencé doucement, ça commence à grandir. Et Tanguy fait un travail très, très... Je crois que tu as 200 épisodes avec Clément. Ouais. Un peu plus. Ça, c'est 200. 200 personnes à écouter pendant des heures, à prendre de l'information, à prendre des connaissances. C'est un travail de longue haleine. Et Business Africa aussi est dans cette même dynamique. Tanguy? Est-ce qu'il faut panafricaniser le business? C'est ça ta question? Oui. Mais en fait, pour moi, ce qu'il faut réaliser là, c'est que tout le monde comprend qu'aujourd'hui, la communauté noire est un marché. Clairement. On est un marché. Avant, les gens ne comprenaient pas ça. Ils se disaient que, et d'ailleurs c'est vrai, nous on achetait même des choses qui ne nous parlaient pas. Mais depuis maintenant quelques années, on a compris que c'est un marché. Donc un marché avec des gens qui sont prêts à consommer et prêts à consommer des produits qui leur ressemblent. Maintenant la question c'est, est-ce qu'on laisse les autres nous vendre nos produits, comme les pack qui nous vendent l'alimentaire, ou est-ce qu'on se dit, on est des gens capables, on comprend mieux notre cible nous-mêmes, et est-ce que c'est pas mieux que ce soit nous-mêmes qui vendions à notre cible? Et là, aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Parce qu'en fait, il n'y a que nous qui comprenons nos problèmes. Et donc, on va répondre à nos problèmes. Je vais prendre quelques exemples. Si tu prends des agences immobilières comme Richesse Immobilière et Banou Conseil, eux, ils se sont dit, on a des problèmes pour accéder à la propriété, nous, les Afros, on a des problèmes pour accéder au crédit, eh bien, nous, on va créer des agences qui vont avoir pour but de cibler principalement ces communautés et donc de parler avec les banques pour permettre à ces gens-là d'accéder à des crédits. Et ça fait 10 ans que Banou Conseil existe, un peu moins de 10 ans que Richesse Immobilière existe. Ils font le taf. Il y a un marché, ils ont permis à des centaines de personnes d'accéder à la propriété. Peut-être que sans eux,
Ces gens-là, ils n'auraient jamais accédé à la propriété. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais voilà. Alexis Onesta, dont je parlais juste avant, lui, il s'est dit, lui, il lit les livres de, comment il s'appelle, Rick Ross, 50 Cent, tous ces rappeurs américains que nous, on kiffe tous, dont on kiffe le mindset, mais qui sont en anglais depuis tout ce temps. Aucun éditeur ne s'est dit « Ah, peut-être que les Renois, ça leur plairait aussi de lire des bouquins de leurs artistes préférés en français. Et lui, aujourd'hui, il le fait, il a réglé le problème. Même idem pour les films. Didier Mandat, on l'a beaucoup cité aujourd'hui, mais tu vois ce que je veux dire quand il a réussi à avoir la première avant-première mondiale de Black Panther, la communauté, elle a répondu présent. Donc, il y a un marché aujourd'hui de gens qui sont prêts, qui ont des épaules pour consommer. La question, c'est est-ce que c'est les autres qui vont venir nous vendre? Nous, on dit non. C'est nous qui allons vendre à notre communauté, pas pour se faire de l'argent sur le dos de la communauté, mais c'est parce qu'on est ceux qui les comprenons mieux, parce qu'on est de là, et qu'on va mieux les servir, on va mieux les accompagner. Et quand on va faire de l'argent, c'est pas pour aller le donner ailleurs, c'est pour recruter nos frères, recruter nos sœurs, pour aller soutenir la famille au pays comme on le fait toujours. C'est ça la différence. Exactement. Mais est-ce que quelque part ça veut dire que panafricaniser le business africain, c'est rendre le commerce international plus équitable? Quand tu dis, j'ai pas trop compris. On sait qu'il y a un commerce international qui est inéquitable. T'en parlais de suite précédemment par rapport aux ressources que les Africains produisent et qui ne vendent pas au prix qu'ils voudraient revendre. On sait qu'il y a un commerce inéquitable aujourd'hui, internationalement parlant. Est-ce que panafricaniser le business africain, c'est rééquilibrer un peu tout ceci? Ce commerce... Naturellement, quand la diaspora agit de la manière dont on essaye d'agir et la manière dont on arrive à agir, naturellement, on rééquilibre un petit peu les choses. Parce que déjà, à chaque fois qu'on consomme ou qu'on fait du business entre Africains, ça veut dire que l'argent tourne dans la communauté. Et c'est très important. Et ça, peut-être qu'on n'appuie pas assez sur cette dimension. On permet aux Africains et on permet au business et à l'argent de tourner dans la communauté. Je vais acheter un bien chez Richesse Immobilière. Et finalement, lui, il va investir son argent au Congo. Il va envoyer de l'argent. Et ils vont envoyer au Sénégal. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Je pense qu'on aime tellement se critiquer, surtout en France, que des fois, on perd de vue nos accomplissements. Ce que nous sommes en train de réaliser, et c'est important de le dire, est incroyable. C'est ce que peut-être nos parents auraient rêvé de faire. Peut-être même qu'ils n'ont même pas imaginé. Parce que tes parents centrafricains, mes parents congolais, eux, ils ont dans leur tête, le Congo. C'est nous qui sommes en train de panafricaniser justement toutes nos relations et nos affaires. Donc, c'est pour ça que je discutais avec quelqu'un. Il me dit, oui, mais la diaspora, vous parlez business africain et vous êtes dans la diaspora. Mais la diaspora joue un très grand rôle. Mais il faut déjà, en plus de ça, qu'elle en prenne conscience. Elle a un rôle à jouer. Et d'ailleurs, quand on parle de panafricanisme, le panafricanisme est dans la diaspora. Et quand les pères du panafricanisme, que ce soit Marcus Garvey, ils n'étaient pas en Afrique. Je dis, il y a le fait qu'on soit en France, c'est pas forcément, je dirais pas que merci à la colonisation, certainement pas. Mais ce que je dis, c'est que pas qu'elle a des bienfaits, non? La colonisation, c'est pas mon. Non, on peut pas dire ça. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Dieu nous préserve de prononcer ce genre de phrase. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Cependant, dans tout mal, si on est assez fort et conscient, on peut en tirer un bien. Ça peut nous renforcer. Et là, en tant qu'Africain, francophone aussi, ça peut nous renforcer. C'est-à-dire que peut-être qu'on ne serait jamais connu en tant qu'Africain, ou peut-être que si, ou dans d'autres conditions, si on n'était pas là en France. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais cependant, on arrive à tirer le meilleur de ce mal, quand même. Et c'est là où il y a quand même quelque chose à faire. C'est une situation compliquée, mais on arrive à en tirer le meilleur. C'est-à-dire qu'on connecte les Centrafricains, les Ivoiriens, les Congolais, les Sénégalais, les Camerounais ensemble. Maintenant, il faudrait qu'on tire le tout dans le bon sens et que ce soit bien orienté. Parce qu'il y a une énergie clairement qui est là. Maintenant, la question, c'est de comment on oriente cette énergie-là, ou vers où, dans quoi on l'oriente. Depuis une dizaine d'années, elle n'est plus dans la danse et c'est pas des compétitions de danse qu'on est en train de faire. C'est se réunir pour parler de business et pour monter des structures. Et là, je pense qu'on a déjà commencé à accomplir quelque chose. Maintenant, il faut pérenniser la chose. Mais on est déjà en train de faire des choses qui sont super intéressantes, je le crois.
pense que l'homme au beau sourire voulait s'exprimer. Ouais, je voulais réagir, notamment sur la question de pacifier le commerce international. Je pense que effectivement tout ce que Régis a dit est pertinent. Par contre, là où je mettrais un tempérament, c'est il faut faire attention aux sorciers. Qu'est-ce que j'appelle les sorciers? Non, parce que c'est réel. Oui, aussi. Tu vois, il y a des gens qui veulent faire de l'argent et qui sont pris par ce virus qui veut qu'ils fassent de l'argent à tout prix. C'est ça. Et donc, même si derrière, ça doit impacter la vie de nos femmes, la vie de nos filles, même si derrière, ça va faire en sorte que les enfants aillent continuer à travailler dans des mines de charbon, même si ça va entretenir des guerres. Tu vois ce que je veux dire? Ça. Donc, c'est ça. Si on est des noirs, peau noire, avec un masque blanc, tu vois, bah, ça sert à rien. Ça, c'est pas le but. C'est pour ça que, là, je dois le dire, le travail de revenir sur l'éthique, grâce à la religion ou pas, hein, grâce aux valeurs en tout cas, c'est fondamental. Parce que oui, on veut faire de l'argent. Oui, on veut être millionnaire s'il le faut. Oui, on va être milliardaire s'il le faut. Il n'y a pas de problème. Mais à quel prix? C'est ça. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire et qu'est-ce qu'on est prêt à ne pas faire? Et on ne pacifiera le commerce international en faisant du commerce noir que s'il est Ubuntu, que si on a ces valeurs-là qui font qu'on ne va pas aller dans la destruction de nos frères et de nos sœurs. Et c'est ça pour moi la grande différence. Tant qu'on ne fait pas ça, là, on va juste reproduire le modèle capitaliste tel qu'il existe actuellement. Exactement. Et ce n'est pas le but. Exactement. Ce que je disais encore dernièrement, c'était que avec la recrudescence d'événements business où tout le monde veut parler de business et tout le monde veut parler d'argent, attention à ne pas devenir aujourd'hui les capitalistes qu'on dénonçait hier. Et c'est exactement, j'ai l'impression, si on ne recadre pas les choses, j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer. C'est exactement, il y a ceux qui se servent de la communauté et ceux qui servent la communauté. Et ça a toujours été le cas, même en Afrique. Ceux qui servent les Africains et ceux qui se servent des Africains. Donc là, aujourd'hui, on a des Noirs, des Africains ou des Arabes, il faut le dire aussi, qui ne sont pas là pour servir les nôtres, qui ne sont pas là pour servir notre communauté, mais qui sont là aussi, surtout, pour en profiter et se servir de notre communauté. Donc, quand tu vois tout ça et quand on a une institution comme Business Africa, c'est important pour nous de recadrer aussi les choses. Parce que depuis 2 ans, je vois comment ça se passe. Je me dis, OK, business, argent, c'est bien. Mais je crois qu'on risque de se perdre. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont déjà perdus. Je me souviens d'une époque où Nofi et Negro News étaient pratiquement les seuls sur les réseaux sociaux à parler de tout ceci, en tout cas à revendiquer tout ceci. Et depuis peu, avec l'avènement des réseaux sociaux, on se rend compte qu'il y a pas mal d'entités qui sont créées, que ce soit des entités de médias, que ce soit d'autres encore. Et moi, ce que je me dis, c'est qu'à une époque, on parlait plus de pro-black que de la cause afro. Toi, avec du recul, comment tu analyses tout ça? Que vous étiez pratiquement seul à une époque, et aujourd'hui, on peut se poser la question, effet de mode ou réelle conviction? Ben justement, quand je regarde ce que fait Christian et les collaborations que nous avons, notamment sur la promotion de Business Africa et d'autres choses, ça veut dire que ce n'était pas un effet de mode. Ça veut dire que Christian, de son côté, était véritablement convaincu par ce qu'il faisait. Il y croyait vraiment. Et que moi aussi, 10 ans après, j'étais véritablement convaincu par ce que je faisais et j'y croyais vraiment. Oui, je parle vraiment de ceux qui sont nés là, oui. Il y a quelques temps. Effet de mode, je ne sais pas. C'est le temps qui le dira. Parce que peut-être qu'on disait ça aussi de nous. Allez, à une certaine époque, ouais, c'est un effet de mode. Noir et Fier, c'est un effet de mode. Negro News, c'est un effet de mode. Ben non. Il y a des gens qui derrière étaient véritablement convaincus par le développement économique et le développement social des populations noires. Et ce que nous faisons encore aujourd'hui montre que on était vraiment engagés dans cette cause-là et on l'est toujours. Est-ce qu'il n'y a pas des bons effets de mode? Oui, aussi. Après, on serait blanc, on appellerait ça de la propagande. Il en faut. Et c'est nous qui maîtrisons un petit peu, on maîtrise beaucoup moins le marketing de communautaire. Il faut se marketer en tant que population. Les Noirs américains l'ont bien compris, les Noirs de France, on a un peu j'ai l'impression qu'on a ce complexe comment on appelle ça oh là, j'ai oublié de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur où on pense qu'on n'est jamais, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. On n'a pas la légitimité pour faire. Je l'ai eu aussi à une certaine époque. Je me dis, mais comment je vais faire un événement
pour rassembler les entrepreneurs africains. Et il faut des fois aussi un petit peu oser. J'aime bien oser, me lancer des défis, et puis on y arrive, et dans plusieurs domaines. Je ne sais pas si Tanguy, à un moment donné, s'est dit que je vais, parce qu'il l'est, être la plus grosse plateforme de network afro. Après, tu me diras, ça n'existait pas, mais il fallait y penser, il fallait le faire. Aujourd'hui, je ne sais pas qui tu ne connais pas aujourd'hui, monsieur Tanguy. C'est ça. Tanguy, je pense qu'il pas connaît assez de milliardaires. il connaît quand même pas mal de millionnaires, mais ça veut dire beaucoup. Mais il fallait déjà se dire, ouais, non, je vais connaître une grande partie des millionnaires noirs d'Europe et de France en particulier. Il y a 10 ans, bizarrement, ou 15 ans, personne se disait qu'il allait faire quelque chose comme ça, et c'est très bien. Aujourd'hui, on a des structures qui tendent à se pérenniser, mais qui sont déjà bien en place. Et il y a beaucoup d'audace dans ça. Même si, quand je parle d'effet de mode ou bon effet de mode, c'est presque un oxymore. Presque un oxymore, parce que dans l'effet de mode, il y a ce manque un peu de sincérité, mais dans cet effet de mode, il y a de la transmission, de culture, il y a du business, il y a tout ça. En fait, je dirais même que il y a des effets de mode qui deviennent des mouvements et qui, avec le temps, s'ancrent dans la réalité. Si on prend le travail qu'ont fait les nappies, nous, quand on était petits, on est tous des enfants des années 80, la plupart des femmes se défrisaient les cheveux, voir une fille avec des tresses, des locks, c'était exceptionnel. C'est vrai. Aujourd'hui, quand tu prends le bus ou quand tu prends les transports en commun, tu vois les sœurs, elles ont leurs afros, elles ont leurs trucs. On a l'impression qu'on a gagné cette bataille. Et ça a été le résultat d'un effet de mode, qui fait qu'aujourd'hui, quand tu vas voir une go et qu'elle est défrisée, tu vois ce que je veux dire? Tout le monde va dire quand même. C'est un débat, parce qu'il y en a toujours qui... Non, mais en tout cas, il y a eu un travail de sensibilisation sur les méfaits, au-delà même de l'aspect identitaire. Je parle des méfaits des produits défrisants et autres, qui font que c'est devenu un effet de mode aujourd'hui d'être nappy, mais pour le plus grand bien de tout le monde. On est d'accord. Et donc, finalement, il faut qu'il y ait des effets de mode comme ça, dont on va profiter, parce que, comme tu as dit, c'est un effet de mode pour le mieux de tout le monde. Et on est tous d'accord. Et l'entrepreneuriat afro aussi, c'est un effet de mode. Parce que, et là, il faut prendre un peu de hauteur, mais pour des raisons, certains disent que c'est pour des raisons de sécurité sociale. Mais on sait que la France a beaucoup appuyé pour que la France devienne un pays d'entrepreneurs. Et donc, ce qui fait qu'ils ont appuyé des programmes, French Tech et autres. Donc, ça a fait que la France a accueilli des licornes, des boîtes qui valent 1 milliard d'euros. On a vu apparaître des Oussama Ammar, qui eux aussi ont commencé à faire beaucoup de propagande. Et derrière, nous, on vit en France. Nous aussi, du coup, on prend le pas de dire, nous aussi, on veut être entrepreneurs, nous aussi, on veut avoir notre réalité. Et c'est ça qui fait qu'au final, on a plein d'entrepreneuriat afro, mais c'est aussi lié au contexte, qui est qu'en France, on a de plus en plus d'entrepreneurs, et notre génération, elle en a marre d'être salariée, elle en a marre d'avoir quelqu'un qui te dit « Ouais, tu pars pas en vacances parce que la boîte ceci, la boîte cela. Ouais, tu peux pas aller à un enterrement, alors que nous, on va tous dans les enterrements, on va tous dans les mariages de nos familles pour des raisons X ou Y. » On se dit « Voilà, nous, on prend notre vie en main et on veut avoir notre propre réalité. » Et c'est comme ça que c'est devenu. Et c'est un effet de mode, mais pour le meilleur, parce que derrière, il y a des boîtes qui vont sortir, des entrepreneurs, parce que nous, l'entrepreneuriat, c'est la religion de notre survie. Moi, c'est ça que je dis. Pour la diaspora, on a besoin d'entrepreneurs. Parce que quand Régis est prospère, il va recruter des frères, il va recruter des sœurs. Et ça, là, s'il était salarié, qu'il était resté dans une petite vie de salarié, il n'aurait pas fait ça. Si moi, demain, je suis prospère, je vais contribuer à l'économie de ma communauté en recrutant mes frères et en recrutant mes sœurs. Et c'est comme ça que nous, on va lutter contre le racisme. Exactement. Exactement. Et surtout... on est des enfants des années 80, on a vu nos parents travailler. Et parce qu'on nous dit, oui, non, mais tu travailles plus, tu auras un peu plus d'argent. On a vu nos parents travailler, cravacher. Et on a vu le résultat. On a vu comment aussi ce pays-là les récompensait. Et nous, à nos âges, ou avec nos tailles, on a vu ça aussi, nos grands frères aller quémander pour avoir 200 € d'augmentation sur leur salaire. À un moment donné, on ne peut pas parler d'indépendance et se mettre dans des situations qui font en sorte qu'on soit toujours dépendant des autres. Dépendant du salarié, métro, boulot, dodo. Je dis, attention, Business Africa, c'est le salon des entrepreneurs et des professionnels africains. Quand on entreprend aussi en carrière, les carriéristes aussi sont des entrepreneurs. Ils entreprennent aussi pour eux-mêmes. Attention. Maintenant,
on a besoin, on est une génération qui n'a pas envie d'être limitée. Kerry James parle de banlieusard, j'aime pas trop ce terme de banlieusard, mais j'aime beaucoup Kerry James, mais j'aime pas trop le terme de banlieusard. Tu sais, quand tu vois tes parents travailler dur, et à un moment donné, toi aussi, tu commences à travailler, on a tous des diplômes, et tu te dis à un moment donné, est-ce que je vais faire ce travail-là pendant 40 les prochaines années de ma vie, est-ce que ça va ressembler à ça? Et je pense que tous les entrepreneurs se sont dit ça, tous les entrepreneurs d'aujourd'hui se sont dit, moi je suis africain, je vais aller à des réunions, tu sais, quand tu manges à ta pause le midi, et tu dois faire semblant de rire à des blagues pas drôles. Porte un masque, avec un masque. C'est ça, avec un masque, est-ce que tu vas faire ça pendant les 40 prochaines années de ta vie? J'ai pas envie de faire ça pendant les 40 prochaines années de ma vie. J'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de créer, j'ai envie d'aider ma communauté, j'ai envie d'être utile. Il y a des gens qui ont besoin, et je pense que c'est aussi le cas de Tanguy dans ce qu'il fait. Tu sais, l'Africain, il a besoin aussi d'être utile à sa famille, être utile à son entourage. Et tu sais, t'es pas vraiment toujours très utile quand on te prend de 7h à 19h, tu rentres à la maison à 20h et tu gagnes pour la plupart 2000 euros. C'est déjà bien de gagner 2000 euros, mais est-ce que tu as envie de faire ça toute ta vie? Il y en a d'autres qui ont ce qu'on appelle un side hustle, c'est donc un business à côté. Et pour la plupart, ça commence à devenir comme ça parce que déjà, rien que les Français eux-mêmes se plaignent et pour la plupart, ils ne vont pas avoir leur retraite parce qu'ils savent très bien que c'est ce vers quoi on tend. Bon, pour les Africains, ils se disent, nous, on a une maison derrière. On a aussi des possibilités qu'on a négligées parce qu'on a négligé on a négligé l'Afrique. Pas toutes les communautés. Les Maliens, quand même, ont beaucoup investi pas mal. Chez eux aussi. Et tu vois, quand tu es au contact des personnes comme ça, quand on parle de panafricanisme, quand tu es au contact des Maliens et tu vois comment les Maliens s'organisent, tu vois comment les Sénégalais s'organisent, tu vois aussi comment les Congolais s'organisent sur certains sujets, tu te dis, OK, je prends un petit peu de tout ça. C'est pour ça que le business africain en soi, moi, je vois ça comme une richesse. Parce que je l'ai vu, ayant un média, j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs. Ce qu'il est en train de faire aussi Tanguy avec son podcast. Tu rencontres des entrepreneurs, à un moment donné, tu te dis, mais vous avez tous une lumière et il faut que vous mettez à un endroit, que vous projetez cette lumière sur toute la communauté. C'est vraiment la réflexion. Et tu te dis, OK, je vais créer, c'est tellement beau, c'est tellement important, c'est tellement nécessaire que je vais pas attendre qu'on le crée, je vais le créer moi-même. Et c'est un petit peu comme ça qu'est né aussi Business Africa. Big up à James aussi qui m'a aidé, et Boubacar et James surtout qui m'a aidé sur ce projet-là. Pour finir, car sinon Grice va me tuer, Kong aussi va me tuer, notre frère stagiaire aussi va nous tuer. Un grand auteur a écrit « La vie est un long test, plus on avance, plus les épreuves viennent, là que les vraies têtes retiennent les liens et que les traîtres font en sorte que l'unité ne reste qu'un mot unité. Et concernant les Africains et leur unité, ça aussi, ça ne reste qu'un mot, unité. » Ali. Voilà. C'est ça. Ali, ex-lunatique, 45 scientifiques. Selon vous, l'unité, ça reste qu'un mot, unité pour les Africains aujourd'hui? Non, c'est pas assez. Je pense pas. Tanguy, je vais te laisser parler, mais non. Tanguy, je t'en prie. Ça, on va au charbon. Non, enfin. Moi, ma réflexion sur le sujet, c'est que quand on parle d'unité, on nous oppose souvent aux Chinois et aux Tamouls. J'ai bien dit aux Tamouls, pas aux Indiens. Et je vais expliquer pourquoi. J'avais creusé un peu le sujet et j'ai découvert que les Chinois, que nous on a en France, ils viennent tous de la même région, du Guangzhou. En tout cas, les entrepreneurs qu'on voit, ils viennent tous de cette région-là. Et forcément, donc créer une unité entre eux, c'est plus facile parce qu'ils ont les mêmes origines, la même culture et même truc. Les Tamouls aussi qu'on a vu apparaître plus récemment aussi et qui aujourd'hui, avant ils vendaient des marrons chauds et aujourd'hui c'est eux qui ont les commerces, qui ont les baraques et tout. Mais c'est la même communauté en réalité. Et ils sont beaucoup moins nombreux, je crois, c'est des 200, 300 000, beaucoup même moins. Tout à l'heure, Régis disait qu'on était 6 millions. Je ne sais pas exactement quel est le chiffre, mais je crois qu'on a au moins plus de 3 millions sûrs. 3 millions de personnes à unifier, c'est pas facile.
Tu vois, c'est pas comme 200 000 personnes. Nous, on est très, très, très nombreux, avec des réalités très différentes. Ouais. Que tu prennes un Antillais, et même chez les Antillais, celui qui a grandi ici, qui est venu dans le Bumidum, et celui qui vient d'arriver, un Africain qui est le plus récent, donc qui a grandi ici, ou qui vient du Bled. Tout ça, là, on est tous des choses différentes. Donc, dire qu'on va être unifié de manière totale, c'est difficile. Cependant, on a quand même quelque chose qui nous rassemble. C'est notre couleur. Tu as cité Fanon, moi je citerai Césaire qui parlait de communauté de douleur. Moi, quand je vois aujourd'hui un Renoir qui réussit, peu importe ses origines, je kiffe. Ouais. Quand mon fils regarde un Renoir à la télé et qu'il voit qu'il fait bien, il se dit ouais, ça c'est un tonton. Il ne se pose pas la question de savoir s'il est antillais, s'il est ceci, s'il est cela. Quand les gendarmes ont appuyé sur le torse d'Adama, ils ne se sont pas dit oui, c'est un Antillais, c'est un Sénégalais, c'est un truc. Ils ont dit c'est un Renoir, c'est une menace, on va l'écraser. Tu vois ? Donc on a quand même cette unité-là qui existe d'une manière ou d'une autre. Maintenant, pour aller vers une unité plus grande, moi je sais qu'on va y arriver, mais je trouve que ce vers quoi on va arriver, c'est dommage. C'est-à-dire que nous, si ça continue, on va devenir comme des Américains. C'est-à-dire déconnecter complètement de nos racines africaines. C'est ça. Et on est juste des Noirs. Et tous ensemble, et on a recréé notre culture avec le hip-hop comme religion et tout. Moi, mon rêve, c'est pas ça. Mon rêve, c'est qu'on continue d'évoluer ici, mais en gardant nos racines africaines. Donc ça fera qu'on ne sera pas forcément toujours unis, mais... comment il s'appelle, Cheikh Anta Diop, que tu as cité tout à l'heure, a beaucoup parlé de l'unité culturelle de l'Afrique noire. Et en réalité, quand tu vois, moi je suis d'une tribu, quand je vois parfois les Soninké, je dis tiens, il y a des choses que vous faites qui sont comme moi. Quand je vois les Moulouba, je dis ah, au Congo, il y a des choses qui sont comme moi. Quand je vois les... Je suis mandingue, tu peux dire les mandingues aussi. Ah, bon, pas forcément. Non, mais tu vois ce que je veux dire. En fait... mais les mandingues vont se retrouver avec d'autres tribus de mon pays. C'est ça que je veux dire. Et donc, il y a cette unité-là qui est panafricaine, qui est transafricaine et qui existe aussi. Mais pour moi, qui parle surtout de nos tribus. Et aujourd'hui, je pense qu'on a vu le mot tribu comme quelque chose de négatif. Moi, je le vois. Quand je vois les Moulouba, comment ils sont organisés, comment ils bossent. Les Balouba. Les Balouba, pardon, exactement. Donc, les Louba, c'est ça ? Ouais. Donc, quand je les vois, je me dis, ah, il y a quelque chose. Quand on voit les Bamileke au Cameroun, ah, il y a un vrai truc. Ouais. Des vraies organisations, des organisations qui sont très soudées, très traditionnelles et autres. Et quand on voit ce respect de la tradition, moi qui suis de ma tribu, les Ngbandi, ben on regarde, on se dit, ah, ok, d'accord. Ce qu'ils font, ben, on peut se comprendre. Parce que lui, dans son truc, il respecte les siens. Moi aussi, je respecte les miens. On va pouvoir s'entendre et s'apprécier. Donc, il y a quand même une certaine unité, même si c'est pas aussi facile qu'on l'imagine, quoi. Maintenant qu'elle a répondu, tu vas répondre aussi ? Non, bah écoute, ta question. Est-ce que l'unité ne reste qu'un mot, unité, pour les Africains ? Non. Après, comment elle se matérialise ? C'est véritablement la question. Comment elle se matérialise ? Mais l'unité est déjà là sur bien des aspects. Quand il s'agit de manifester, on est unis. Face à la mort, on est unis. Face aux discriminations, on est unis. Mais c'est souvent, l'unité, elle se fait souvent pour contester quelque chose. Surtout avec les Noirs de France. Elle ne se fait que très rarement pour bâtir quelque chose. On a été unis dans la réaction, jamais dans l'action ou dans la proaction. Et je pense que Tanguy sera d'accord avec moi, mais c'est vraiment depuis un certain nombre d'années où on a décidé de construire ensemble. Parce que se plaindre ensemble, on sait faire. Les Noirs, on sait se plaindre ensemble. Ah, on est unis dans ça, même dans la plainte. On est unis dans la plainte, on est unis dans les jérémiades. On est unis dans tout ça. Maintenant, s'unir pour faire autre chose, pour construire, c'est là que intervient Black Network, c'est là qu'intervient Business Africa, c'est là qu'intervient tout ce type de structure. Et on a bien commencé, il faut bien continuer pour éventuellement ne jamais même finir. Avant que Grace me déconstruise, je tiens à lui faire une grande dédicace, car voilà, c'est la première fois que je fais un Disons-nous les choses dans son studio. Et souvent, il me taquine, il dit l'instant black. Bah ouais, on a fait un instant black de plus d'1 heure dans les studios de Grace. En tout cas, moi, je loue
pas mal d'entrepreneurs des quartiers qui sont africains noirs ou autres, tu vois, qui viennent des Antilles, qui au contact de frères maghrébins et autres. Aujourd'hui, moi, je vois qu'il y a une génération de jeunes qui ont plus de 20 ans, plus de 25 ans, des trentenaires, qui sont très entrepreneurs, qui s'entreprennent. À chaque fois, je les vois, je leur dis, les gars, vous faites ce que nous, on n'a pas forcément pu faire à l'époque, parce qu'il n'y avait pas forcément les réseaux sociaux, il y avait toute la lourdeur administrative aussi. Ça. Et ils sont là, et ils se développent, et ils font des choses. Et moi, je les vois, je leur dis, les gars, vous êtes jeunes, et vous faites ce que nous, on n'a pas forcément fait, parce que nous, on avait grandi avec... Nos parents nous disaient, bon, tu fais les études, mais à un moment donné, il faut que tu aies un travail. En tout cas, deviens fonctionnaire. Si tu peux devenir fonctionnaire, comme ça, au moins, tu sais que tu as la sécurité de l'emploi. Aujourd'hui, beaucoup préfèrent être employeur plutôt qu'employé. C'est bien. Et respect à eux. Super. Il n'est pas trop tard, on peut le faire encore. Ah non, mais nous le faisons, nous, aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Okay. Grice, c'est ok. Grice. Kong avec Moju Design, c'est un entrepreneur. Totalement. Tous les frères qui sont là, qui organisent des choses ici, Blockout, Samba et tout le monde. Gary avec Soko Fundi, c'est un entrepreneur. Tu vois, et bon, j'en oublie encore, hein, mais bon, il y a pas mal d'entrepreneurs autour de nous et l'émulation est là. C'est bien. Merci à vous. Merci à toi pour l'invitation. Merci à toi pour l'invitation. Et à une prochaine. Le 28 et le 29 octobre, Business Africa. Ok, merci. On est ensemble.